Voilà, j'enregistre et puis je pourrais mettre la vidéo sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a eu pas mal de connexions, je vous encourage à mettre votre micro en muet pour qu'on évite d'entendre les motos qui passent derrière vous. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire que puisque c'est plus difficile en 2024 de trouver des clients, comment est-ce qu'on fait? Donc, on va les chercher, ça c'est clair. Mais souvent, quand je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, mais je sais pas comment faire. Alors, moi, je vous fais ce retour parce qu'en 9 ans, bah, j'ai testé pas mal de méthodes. Et en 6 ans d'accompagnement avec des freelances que je mentor, bah, c'est vrai aussi que j'ai vu pas mal de choses qui ont été testées. Alors, première chose, c'est que ça va vous demander plus de travail qu'avant. Alors, paniquez pas quand je dis ça, ça prend plus de travail de trouver vos premiers clients. Ça, c'est clair. De trouver vos premiers clients ou trouver de nouveaux clients maintenant si vous avez besoin de renouveler votre clientèle. Par contre, il y a un moment, si vous êtes capable de bien choisir vos clients et de bien les fidéliser, vous allez avoir de façon régulière des missions, des contrats à l'année, et donc vous n'avez pas besoin de trouver beaucoup de nouveaux clients. Donc c'est surtout au démarrage que ça demande un effort qui est quand même important et qui peut vous faire peur. Je vous rassure, c'est pas pour toujours. Donc, il faut en faire un peu plus qu'avant. Moi, ce que je vous recommande, c'est de démarrer avec deux, trois canaux d'acquisition de clients. Essayez pas de travailler 10 méthodes à la fois parce que vous allez vous éparpiller et ce que vous allez faire, ça sera pas de qualité. Vous n'aurez pas assez de temps pour vous impliquer surtout et donc ça marchera pas forcément. Ces deux ou trois canaux, on les choisit en général en fonction de trois critères. Ce qui est important, c'est votre personnalité. Qu'est-ce que vous êtes à l'aise de faire? Parce que moi, je considère que quand on se lance en freelance, c'est pour créer une activité dans laquelle on s'épanouit. C'est pas pour se forcer à faire des choses qui ne nous plaisent pas et dans lesquelles on ne sera pas bon de toute façon. Première chose, réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Deuxième chose, évidemment, qui est très importante et qui est presque encore plus importante, c'est vos cibles. Où est-ce qu'elles sont? Imaginons que vous êtes photographe de mariage. Je suis pas sûre que LinkedIn, ça soit le meilleur endroit pour aller trouver vos prochains clients. Imaginons que vous êtes graphiste, je suis pas sûre qu'un podcast, ça soit le meilleur moyen de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et puis, ce qui est important également, voilà, c'est le type de service, c'est possible. Les trois critères-là vont vous permettre de définir les deux, trois canaux prioritaires que vous allez vouloir travailler. Alors, du coup, moi, je vais vous en présenter quatre aujourd'hui, qui sont quatre méthodes qui marchent toujours en 2024. Pas des trucs qui fonctionnaient, les plateformes, c'est très bien, mais en 2016, 2017, 2018, ça marchait bien. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en contenter. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà, du coup, l'idée, c'est vraiment que sur les quatre d'aujourd'hui, vous ayez des conseils hyper pratiques pour que vous sachiez comment vous y prendre et que vous sachiez comment définir votre stratégie. Alors, le premier dont je veux vous parler, c'est le contenu. C'est la première piste, la première méthode que je vous présente aujourd'hui. Créer du contenu qui est destiné à votre cible. Alors, bien sûr, bah, votre cible, il faut d'abord avoir réfléchi à qui c'est. Alors, ce que je vais faire sur ces quatre pistes que je vous propose, c'est de vous parler un peu des avantages, des inconvénients et des deux, trois étapes à suivre pour démarrer. Et sur presque tous, je vais vous donner des exemples. Je vous en donne pas sur le contenu. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes tombé sur l'un de mes contenus, vous avez téléchargé une ressource que je propose, vous avez vu une vidéo, vous avez vu un post LinkedIn. Donc voilà, vous savez que ça marche puisqu'aujourd'hui vous êtes là, ça vous a amené ici. Alors, les avantages du contenu, ils sont multiples. Déjà, faire du contenu, c'est un super moyen pour montrer votre expertise. C'est important parce que c'est un truc qui vous aide, avant d'être en contact direct avec vos prospects, à les convaincre que vous êtes déjà hyper compétent dans votre secteur. Ça permet aussi de savoir qui vous êtes, parce que c'est pas froid. Votre expertise, vous pouvez la montrer avec des études de cas, vous pouvez la montrer en expliquant vos diplômes, en donnant votre CV, mais le contenu permet aussi de montrer un peu plus votre personnalité. Et les gens,
quand ils choisissent de travailler avec vous, bah, ils choisissent aussi en fonction de qui vous êtes, parce qu'ils vous aiment bien, parce que vous leur inspirez confiance, parce que vous avez l'air sympa, parce qu'ils pensent que travailler avec vous, ça va être une bonne expérience, qui va bien se passer. Donc c'est important aussi que le contenu puisse vous permettre de montrer qui vous êtes. Et puis ça vous donne une vitrine, parce qu'il y a plein de types de contenus qui sont possibles. Quand on fait un contenu qui est basé sur bah, raconter une expérience qu'on a eue, quelque chose qu'on a fait pour un client, c'est vraiment une super vitrine. C'est hyper intéressant parce que ça permet aux prospects de se projeter de façon très claire sur ce qu'ils peut faire vivre avec vous. Par contre, si vous cherchez des clients là, maintenant, tout de suite, immédiatement, qu'il faut que la mission démarre la semaine prochaine parce que vous avez absolument besoin d'argent, c'est pas forcément le canal le plus approprié parce que le contenu, ça demande un petit peu de temps. Parce qu'au début, vous en faites, il n'est pas très visible. Plus vous en faites, plus vous avez une audience, plus vous avez des gens qui s'intéressent à ce que vous faites et qui vont entrer en contact avec vous. Donc ça marche plutôt sur le moyen ou sur le long terme. Mais à court terme, c'est pas forcément hyper pertinent. Et puis, l'inconvénient aussi, c'est que ça demande pas mal de temps, ça demande pas mal d'énergie. Forcément, ça prend du temps, même si on se fait aider d'outils qui peuvent automatiser des choses, ça demande de se former parce que faire du contenu, c'est pas juste prendre une feuille et écrire quelque chose. Si vous, je sais pas, si vous faites des posts LinkedIn, il faut comprendre comment fonctionne LinkedIn, comment fonctionne l'algo. Si vous faites des vidéos, il faut savoir comment les créer, comment les monter. Si vous faites un podcast, ça va être pareil. Donc, c'est important de se former parce que, encore une fois, c'est ce que je disais au début de cette masterclass, le marketing, c'est pas forcément votre métier. Ça se trouve, vous êtes graphiste, vous êtes développeur, vous êtes assistant administratif. Donc, vous avez besoin d'ajouter cette corde à votre arc et ça demande un peu de formation. Et puis, ça demande une chose aussi, le contenu, qui est souvent un truc qui fait défaut à beaucoup de gens qui osent pas, c'est l'inspiration. Vous avez besoin d'avoir des idées. En fait, les idées, elles sont partout. Et vous verrez que une fois que la roue est lancée, les idées vont venir non-stop. Elles vont venir d'autres contenus que vous voyez. Elles vont venir des remarques qu'on fait en commentaire de votre contenu, des échanges que vous avez avec vos prospects, des échanges que vous avez avec vos clients. Finalement, les idées sont illimitées. La question, c'est plutôt comment est-ce que vous les ordonnez, comment est-ce que vous les traitez. Mais ça fait partie des choses qui font que beaucoup n'osent pas. Puis il y a ça, puis il y a aussi le fait d'oser, parce que créer du contenu, c'est en quelque sorte, c'est s'exposer. Tout le monde n'a pas envie de s'exposer. Il y a plein de gens qui se disent oui, mais si je poste ça, qu'est-ce qu'on va dire? Que vont dire mes anciens collègues? Que va dire ma famille? Que va dire mon entourage? Et donc, le contenu, voilà, c'est difficile parce qu'il y a une vraie décision à prendre. Alors, vous inquiétez pas, les premières choses que vous allez créer, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui va les voir. Donc, il n'y a pas énormément d'enjeux. Alors, je vois qu'il y a des retardataires qui arrivent maintenant. Alors, il y aura un temps à la fin de la masterclass pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Mais en attendant, si vous avez besoin de m'interrompre, que vous avez une question par rapport à ce que je vous dis, n'hésitez pas. C'est aussi pour ça qu'on est sur Zoom, c'est que vous puissiez vraiment participer au max. Donc, si vous avez la moindre question, vraiment, je m'arrête et j'y réponds. Avec grand plaisir. Alors, le contenu, on l'a dit, la première chose à faire, c'est prendre une décision, c'est d'y aller et se dire, OK, il y a des gens qui vont voir, c'est le but, hein. Mais du coup, ça fait peur et il faut être à l'aise avec ça et se dire, c'est pas grave, ça va m'apporter beaucoup plus que ce que ça peut avoir comme inconvénient. Alors, il y a trois étapes qui sont très importantes pour démarrer sur le contenu. Il faut que vous puissiez choisir un canal. Alors, si vous décidez de faire du contenu, il faut vous dire, bah, je vais poster sur LinkedIn, je vais faire des mini-vidéos sur TikTok, je vais faire des vidéos plus longues sur YouTube, je vais poster sur Insta. C'est illimité, il y a aussi d'autres plateformes qui sont plus confidentielles. Tout dépend, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre appétence à vous, de où sont vos clients, ou en tout cas les clients que vous ciblez, et de ce que vous vendez. Donc choisissez votre canal. Si vous vous dites, mes clients, ils sont principalement dans le B2B, pour moi, ils sont sur LinkedIn, euh, j'ai besoin d'être visible sur LinkedIn, ça m'aidera à prospecter, ça me rendra visible auprès des personnes qui m'intéressent. Bah, vous faites. Alors, pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à couper votre micro de façon à ce que, on n'entende pas trop les bruits qui sont derrière vous. Ce sera plus agréable, je pense, pour tout le monde.
Alors, une fois que vous avez défini votre canal, il est temps de définir votre ligne édito. C'est votre ligne édito? Il y a plusieurs informations, plusieurs décisions à prendre. Déjà, à quelle fréquence vous allez vouloir publier? Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui se disent, bah, moi, je vais publier tous les jours. Ok, tous les jours, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Il faut que vous lanciez un objectif qui est réaliste. Et justement, je vois Muriel qui dit dans le chat comment on doit procéder si on veut lancer plusieurs choses. Ben, moi, je vous le disais en introduction, je vous conseille d'être sur deux, trois canaux max. Donc, si vous voulez en faire plusieurs à la fois, parce que ça a du sens de se dire j'en teste deux, trois parce que je veux voir ce qui va bien marcher. euh, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un plan d'action hyper précis pour pas perdre de temps. Donc, pour chacun des canaux que vous voulez tester, décidez bien euh, à quel... ok, donc Muriel dit c'est pas forcément les canaux, mais c'est plus business. Bah, c'est pareil, il va falloir être un peu minimaliste surtout et prioriser. Donc, une fois que vous avez décidé votre canal, décidé de votre fréquence de publication, décidez de quels sont les sujets que vous allez traiter. Imaginons que vous êtes, je sais pas, on va dire que vous êtes rédacteur web. Est-ce que bah, vous pouvez parler de rédaction? Vous pouvez parler des sujets que vous traitez dans votre rédaction, de vos secteurs de spécialité. Vous pouvez aussi parler de votre relation avec vos clients. Vous pouvez parler de sujets d'actualité, par exemple liés à la rédaction avec l'IA, de choses comme ça. Donc définissez les thématiques que vous voulez traiter. Et puis définissez aussi comment vous voulez traiter ces choses. Est-ce que vous voulez les traiter de façon sérieuse, de façon pédagogique, de façon fun? Il y a plein de possibilités. Il faut que vous mettiez un peu votre identité là-dedans. Si vous êtes quelqu'un de marrant, bah faites pas un truc qui est trop sérieux parce que ça va pas vous ressembler. Vous allez vous le forcer. Puis finalement, les gens vont pas adhérer, mais quand ils vont vous contacter à cause de l'image que vous avez donnée dans vos contenus. On est un peu dans le personal branding hein, quand on fait du contenu. Donc, il faut que votre personnalité ressorte. Si vous avez un tempérament de prof, vous pouvez prendre le truc par le bout. Je vais faire des tutos, par exemple. Donc définissez bien voilà, votre ligne édito et surtout, ça suffira pas de produire du contenu. On dit souvent que la production de contenu, c'est 20% du boulot, 80% c'est la promotion. Donc quand vous faites un post, pensez que vous allez pouvoir le recycler. Si vous faites un post, il suffit pas de publier et d'attendre que les choses se passent. D'abord, très important, vous devez être en interaction avec les personnes qui interagissent avec votre post. Que ce soit une story sur LinkedIn, une story sur Insta, que ce soit un post LinkedIn, que ce soit une vidéo sur YouTube, un TikTok, peu importe, si des gens réagissent, vous devez leur apporter une réponse. Et puis, il y a un principe de réciprocité qui est important, de communauté. Si vous voulez que les gens interagissent avec vos contenus, vous devez interagir avec les autres, avec les vôtres. Donc, imaginons que, si on reprend l'exemple du rédacteur, vous êtes rédacteur et le secteur qui vous intéresse le plus, c'est l'environnement. Il faut que vous soyez capable aussi d'avoir, et c'est la deuxième étape, des routines d'engagement. Une fois que le contenu est produit, c'est bien. Vous avez un profil, une page, un compte qui est alimenté de façon régulière. Il faut également que vous puissiez avoir des routines d'engagement dans l'environnement. Vous devez avoir identifié, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes qui postent régulièrement, sur les posts de qui vous allez commenter, liker. Vous allez aller regarder qui commente leurs posts, les ajouter dans vos followers ou leur proposer d'être dans vos contacts LinkedIn. C'est important d'avoir les deux. Hyper important, je veux vraiment vous sensibiliser là-dessus. Le contenu seul ne suffit pas. Vous devez aussi être actif sur les contenus des autres. Et du coup, on a Lucie qui nous dit, je fais trop de trucs, mais l'argent ne rentre pas. Euh, Si vous optez pour trop de canaux différents, vous aurez du mal à maintenir à la fois la production et à la fois l'engagement. Donc, il vaut mieux au début se dire, je me mets à fond sur deux, mais le faire vraiment correctement et y allouer le temps qui est nécessaire. C'est super important. Et puis, il faut aussi, de façon assez régulière, alors ça dépend, au début, ça peut être, je sais pas, tous les mois. Je pense que c'est suffisant quand on démarre, que vous puissiez... Alors, hop, je vois pas bien mes slides parce que j'ai plein de petits trucs qui me polluent. C'est important aussi
que vous puissiez régulièrement analyser ce que vous avez fait. Ok, donc ce post, j'ai parlé de ça, il n'y a pas grand monde qui a liké, ça veut dire que soit c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup ma cible, soit la façon dont je l'ai traité ou l'horaire auquel je l'ai posté, c'est pas terrible. Donc c'est vraiment important de prendre ces temps de recul pour comprendre quels sont les sujets qui marchent bien, quels sont les sujets quels sont les types de contenus qui marchent bien. Et autre chose très intéressante et très importante, c'est que c'est bien de savoir enfin, qu'est-ce qui génère des likes, qu'est-ce qui génère des commentaires, qu'est-ce qui génère des vues, mais c'est surtout bien de savoir quel type de contenu a fait qu'il y a des personnes qui sont venues vers vous. Et le contenu, il est important pour ça aussi, mais il est important aussi pour deux autres choses. Quand vous allez prospecter avec vos comptes sur les réseaux sociaux, enfin, ce qui est sur votre profil, c'est important parce que les personnes que vous prospectez, elles vont, dans 90% des cas, ouvrir votre profil pour voir, OK, qui c'est qui m'écrit là que je ne connais pas? Donc, si vous avez des postes qui sont pertinents et qui lui parlent, vous augmentez vos chances d'avoir une réponse. Et puis, c'est important aussi parce que il y a tout un tas de personnes qui sont qui gravitent un peu dans votre réseau, que vous avez croisé par le passé, pendant vos études, pendant vos expériences professionnelles, et avec qui vous avez perdu le contact. C'est normal, on ne peut pas garder contact avec tout le monde. Euh, on n'a pas des atomes crochus avec tout le monde, on n'a pas le temps de maintenir toutes ces relations. Le fait que ces gens-là que vous connaissez déjà soient exposés à des contenus que vous proposez sur les réseaux sociaux fait que ils vous connaissent déjà, ils sont susceptibles soit de devenir vos clients, soit de vous recommander. Alors, je vais vous donner un exemple pour moi qui ai commencé à travailler en 2007, donc ça commence déjà à faire un peu. J'ai passé 3 ans en alternance et j'ai des personnes de la première entreprise où j'étais en alternance, donc de 2007 à 2008, il y a plus de 15 ans, avec qui j'ai plus forcément encore de contact, parce que voilà, la vie nous a éloignés, on va dire, qui m'envoient des messages en disant j'ai ce client qui cherche quelqu'un pour faire telle mission, est-ce que tu peux le faire? Ou alors qui m'envoie des messages en disant, par exemple, une qui était manager dans la première boîte où j'étais en alternance, euh, s'est lancée il y a quelques années, qui était rédactrice, elle était en fait attachée de presse, mais responsable. On a complètement changé de relation parce qu'elle m'a contactée 2018, ça faisait pas très longtemps que j'étais lancée dans le mentorat, en me demandant de l'accompagner sur son démarrage parce qu'elle ne savait pas par quel bout prendre les choses. Et c'est quelqu'un avec qui j'avais absolument aucun contact. Mais puisqu'on était en contact sur LinkedIn, elle m'a contactée pour ça parce qu'elle me connaissait déjà. Donc vraiment, le contenu, ça a plusieurs vertus, à la fois d'envoyer vers vous des personnes que vous ne connaissez pas, et à la fois de rassurer les personnes que vous allez prospecter et de vous permettre de garder un peu de la visibilité auprès du réseau que vous avez déjà. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie contenu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, je ne vois pas encore de questions. Vous les gardez peut-être pour la fin. On va pouvoir passer sur la deuxième piste. La deuxième piste, c'est celle qui vous fait peur, qui vous donne souvent des boutons. C'est la prospection directe. La prospection directe, c'est quoi? C'est quand il y a des entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler, c'est de les contacter directement pour leur proposer vos services. Alors bien sûr, on essaie de faire ça de façon un peu habile. Les avantages de la prospection directe, c'est que contrairement au contenu, ça peut apporter des résultats rapides. Autre chose, c'est que vous êtes vraiment acteur de la prospection. C'est vous qui décidez qui vous allez contacter. C'est à vous de savoir avec qui vous avez envie de travailler. Donc, vous choisissez. Et puis, l'autre avantage aussi, c'est que ça limite la concurrence. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, même en étant en recherche d'emploi, quand on cherche un CDI. Moi, plus de la moitié de mes jobs, je les ai eus grâce aux candidatures spontanées. Parce que je suis tombée sur des boîtes qui n'avaient pas encore commencé à prospecter, qui n'avaient pas encore commencé à recruter sur les postes qui se libéraient ou qu'elle voulait ouvrir. Et du coup, en fait, moi, j'arrivais avec mon CV, ma candidature spontanée, avant tout le monde, et il y avait moins de concurrence. Sur la prospection directe en prestation de service, c'est la même chose. Vous allez contacter des entreprises. Alors, c'est vrai que dans le lot, il y en a surtout plein qui vont pas forcément avoir besoin de vous
ou qui vont pas forcément avoir conscience du besoin de votre prestation. Mais en tout cas, vous avez moins de concurrence que quand vous êtes sur les plateformes où le client il sait qu'il a un besoin, mais ils vont contacter 3 à 6 freelances en moyenne. Donc ça, c'est vraiment trois avantages qui sont super importants. Juste, je vois dans le chat qu'il y a deux questions qui sont par rapport au contenu, de gens qui ont peur de saouler ou bah, qui ont l'impression que les sujets sont déjà vus et revus. Si vous voulez pas saouler, si vous voulez pas avoir l'impression que ce que vous écrivez, c'est déjà des choses qui ont déjà été lues 50 000 fois, faut mettre de vous dedans. C'est super important. C'est justement une remarque que j'ai faite il n'y a pas très longtemps à une freelance que je suis en train d'accompagner, qui écrivait des posts sur LinkedIn que je trouvais très informatifs. Et je lui ai dit, en fait, ce que tu écris, ça pourrait sortir de Wikipédia. Tu as besoin de mettre, on a appelé ça ensemble, un petit supplément d'âme. Et en fait, comment on fait pour se démarquer? On montre un peu plus qui on est. Notre façon de traiter un sujet aussi permet de faire que c'est un peu différent. Quand on traite un sujet en parlant d'une étude de cas, en évoquant une mission qu'on a faite, personne n'a... oui, on a... La thématique, elle a déjà été traitée, c'est sûr, mais pas comme ça. Oui, c'est important. Et puis, il faut se dire aussi que, alors, à la fois, les gens, ils n'ont pas vu tous les contenus qui sont aujourd'hui dispos sur le sujet que vous traitez. Et puis, je me rappelle pas. Donc voilà, le contenu, n'hésitez pas à bien réfléchir à la façon dont vous voulez faire les choses. Donc là, on est revenu sur la prospection. Trois avantages principaux. Vous êtes complètement maître du destin, c'est vous qui décidez qui vous contactez. Ça peut aller vite. Et vous avez moins de concurrence que, par exemple, sur les plateformes. Alors, évidemment, il y a des inconvénients. Les inconvénients, surtout, c'est que ça vous demande de la méthode, ça vous demande du suivi. Il faut être super rigoureux et puis il ne faut pas faire ça n'importe comment parce que il y a des messages qui sont horribles. Moi, je reçois des fois des messages de prospection, mais je me dis, mais lui, il veut pas de client, en fait, c'est pas possible. Et puis, au début, faut faire du volume. Il faut être prêt à envoyer pas mal de messages pour avoir des résultats. Surtout qu'au début, on est un peu en rodage, on est un peu en test. On va peut-être rédiger deux messages différents et puis on va voir, on va faire un peu des stats. OK, ce message-là, il y a, je sais pas, 10% des gens qui ont répondu, alors que ce message-là, il y a 5%. Donc, celui-là, je l'enlève. Celui qui a 10%, je le garde. Je vais voir si je peux pas l'améliorer et avoir encore une autre variante que je teste. Donc voilà, la prospection, ça fait peur au début, ça prend du temps, et puis ça fait vraiment partie des choses qui vous font sortir de votre zone de confort, parce que là, j'ai quelqu'un euh, qui demandait du contenu, ok, mais peur de saouler les gens. Saouler les gens, souvent, on a encore plus peur de le faire quand on est en prospection. Euh, alors, j'ai des remarques qui reviennent sur le contenu. Combien de temps faut-il entre nos posts? Et c'est la même chose sur les relances en prospection. Il y a pas de règle. Il y a des gens qui postent 3 fois par jour et ça leur permet de rassembler une grosse communauté. Il y a des gens qui postent 1 ou 2 fois par semaine et ça leur suffit. Ce qui est important, c'est de savoir euh, quel est le temps que vous pouvez y consacrer et aussi de varier les sujets. De cette façon, vous ne soudez pas les gens. C'est pas possible. Euh, enfin, c'est pas possible de faire toujours la même chose, quoi. Donc, il y a pas trop y a pas trop de problème là-dessus. Alors, on a des questions à nouveau sur la prospection. Il est donc possible de démarcher par mail. J'avais lu qu'il fallait consentement avant de pouvoir envoyer des mails. Alors, Hélène, c'est hyper pertinent comme remarque. Euh, En 2018, il y a une nouvelle loi qui a été votée qui s'appelle le RGPD, donc Règlement de protection européenne des données. Et effectivement, elle a encore plus alourdi les sanctions si on fait des choses qui sont illégales. Qu'est-ce qui est illégal? Prendre le mail d'un particulier et lui envoyer un mail pour lui vendre quelque chose. Ça, c'est illégal. En revanche, en B2B, c'est très différent parce que on a le droit de contacter des prospects en B2B sans qu'ils nous aient demandé leur accord écrit, sans qu'ils soient opt-in. Donc, si vos clients sont des entreprises, vous pouvez leur envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Si vos clients sont des particuliers, là, vous n'avez pas le droit, si vous n'ont pas demandé leur accord, enfin, si vous n'ont pas donné expressément leur accord pour le faire. Donc, si vous avez des clients qui sont particuliers, je vous conseille de ne pas prospecter par mail parce que vous ne serez pas dans les coups. Alors, Christophe nous dit c'est assez facile de trouver des listes d'entreprises, mais comment fait-on pour avoir les coordonnées des bons interlocuteurs? Alors là, Christophe,
Je pense que vous posez cette question parce que vous voulez prospecter par mail. Et là, effectivement, c'est pas simple. Alors, si vous voulez prospecter par mail, il y a plusieurs possibilités. C'est de trouver les gens sur LinkedIn. Et une fois que vous avez votre contact avec son prénom, son nom, souvent c'est assez facile d'en déduire son adresse mail. Ça va être prénom.nom le nom de domaine de l'entreprise ou première lettre du prénom, point nom. Voilà, il faut essayer de comprendre comment se composent les adresses mail de l'entreprise. Et du coup, on a une réponse très intéressante de Anne qui dit à Ludo, du temps qui convient et que vous pourrez exercer de manière régulière, euh, la gestion d'équipe, je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui a son micro qui va couper. Si vous pouvez le couper, ça sera plus agréable pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Et merci Anne pour le rappel. Donc, je suis très d'accord avec Anne. Il ne faut pas... Ah, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Donc, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas se fixer un objectif qui est trop élevé. Moi, je trouve que pour démarrer, faire, 2 postes par semaine, c'est pas mal. Euh, Après, si vous allez voir quelle est votre productivité, quelle est votre efficacité là-dessus, si c'est trop, bah, vous réduisez. Voilà, donc ça c'est important. Et dites-vous aussi, euh, faites-en pas trop, dites-vous aussi que tout est modulable, tout est évolutible. Si vous êtes sur un objectif qui est trop élevé, bah, vous le baissez. Si vous avez mis comme objectif 2 postes par semaine et que pour vous c'est très facile de les faire, plein d'idées, vous avez envie de partager plus. Alors, on a toujours quelqu'un qui a son micro allumé. Euh, Si vous pouvez le fermer, ce sera mieux pour tout le monde. Merci d'avance. Voilà, tous ceux qui ont le micro allumé, si vous pouvez penser à le mettre en muet, on vous remercie beaucoup. Voilà, du coup, la prospection, il y a plusieurs étapes à suivre. Déjà, il faut savoir qui vous voulez contacter. Donc, faites votre liste de personnes que vous voulez contacter et vous les contacterez par le moyen qui est pertinent pour vous. Soit par mail, si vous avez les mails, soit par LinkedIn, soit par Instagram. Enfin, à vous de voir en fonction des canaux que vous utilisez. Un truc qui est intéressant à faire, qui va vous permettre de professionnaliser un petit peu aussi votre démarche, c'est d'avoir un CRM. Alors moi, j'utilise HubSpot. HubSpot a une version gratuite qui a énormément de fonctionnalités. J'ai pu le personnaliser facilement et ça me permet de savoir où j'en suis dans ma prospection. Donc voilà, choisissez votre CRM, listez les personnes que vous voulez contacter. Et puis, vous allez rédiger. Alors, CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. Question de Lucie. Je suis désolée d'avoir utilisé un acronyme. C'est en gros un outil qui permet de stocker toutes les données qui sont liées à votre facturation et à votre clientèle. Une fois que vous savez qui vous voulez contacter, comme on disait, soit parce que vous les avez trouvés sur LinkedIn, soit parce que vous les trouvez sur Insta, soit parce que vous avez leur mail, il faut que vous puissiez passer à la rédaction. Alors, la rédaction, c'est pas facile parce qu'on ne sait jamais quoi écrire. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est d'avoir deux, trois messages types en fonction des situations que vous allez pouvoir personnaliser. Parce que c'est ce qu'on se dit, le contenu des messages, il doit être ajusté. Quand on reçoit des messages et qu'on se dit, OK, donc ça, ce message, ça a été envoyé à 1 000 autres personnes, on n'est pas vraiment certain que le message est très pertinent pour nous, qu'il est vraiment adapté à notre situation. Donc, soyez certain de bien configurer vos scénarios de prospection. Euh, je vous donne un exemple. En ce moment, j'ai décidé de prospecter certaines entreprises du tourisme parce que je connais très bien leurs problématiques. Et donc, je suis en train de regarder ces entreprises, puisque je vais leur proposer de gérer leur campagne publicitaire. Est-ce qu'elles font déjà de la pub sur Google? Est-ce qu'elles font déjà de la pub sur Facebook? Et en fonction des réponses que j'ai, je vais leur envoyer différents messages. Alors, ceux, par exemple, qui font pas enfin, qui font des campagnes sur Google, mais pas sur Facebook, je vais leur expliquer dans le message qu'est-ce que ça pourrait leur apporter de faire aussi la campagne sur Facebook. Donc voilà, c'est important d'avoir des messages qui sont personnalisés en fonction de la situation de vos prospects. Et oui, effectivement, merci Irina. Le CRM que j'utilise, il s'appelle HubSpot. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là, il est pratique et il est gratuit. C'est quand même deux gros avantages. Donc voilà pour la partie
prospection, une fois que vous avez commencé à envoyer des messages, il faut que vous puissiez suivre et relancer. Et ça, votre CRM va vraiment vous aider à le faire parce que ça vous permettra de savoir, OK, donc machin n'a pas répondu, j'ai une alerte qui se met automatiquement aujourd'hui, il faut que je le relance. Et ajuster le contenu de vos messages. Alors, ajuster, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, bah, d'une part, ils sont personnalisés en fonction de la personne à qui vous les envoyez. Vaut mieux en envoyer moins qui sont personnalisés que balancer en masse la même chose à tout le monde. Au niveau d'investissement en temps, ça sera pareil. Au niveau du résultat, ça sera très différent. Donc, ajuster le contenu en fonction de vos interlocuteurs. Et une fois que vous avez un peu de stats, OK, ce message-là, j'ai tant de pourcents de personnes qui m'ont répondu, ce message-là, tant de pourcents. Celui-là, il marche mieux. Donc, c'est aussi important que vous puissiez savoir analyser, bah, ça, j'arrête de l'envoyer, ça marche pas bien. Alors, Caroline demande, est-ce que tu peux préciser message de contact? Alors, message de contact, enfin, c'est pas forcément un terme très scientifique, mais en tout cas, c'est le premier message que vous envoyez à vos prospects pour, pour prendre contact avec lui. Euh, donc, lui permettre de savoir qu'il y a un problème qu'il a, une situation qu'il rencontre, dans lequel vous pouvez l'aider. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, les personnes que j'accompagne, je leur donne à chaque fois un fichier avec des modèles de messages. Et je sais que ça les aide beaucoup à démarrer parce que c'est vrai que là, quand on part de zéro, on ne sait pas trop quoi écrire. Mais quelques conseils que je peux vous donner, c'est toujours partir d'un problème ou d'une situation que vous savez que votre prospect rencontre. Alors, comment vous le savez? Bah, parce que vous connaissez le marché, vous savez que tous les acteurs du secteur en ce moment font face à tel ou tel challenge, parce que, imaginons que vous êtes développeur, bah, vous êtes allé voir son site, vous voyez que le site il est pourri, il met 1 minute pour se charger à chaque page, il fait très vieux, voilà, ça peut être des choses comme ça. Forcément, si vous êtes en capacité euh, d'analyser un petit peu vos prospects avant, ça va être plus. Pour vous donner un exemple, c'est une freelance que j'ai accompagnée, bah, qui est connectée d'ailleurs, euh, 24 messages envoyés sur LinkedIn, 2 réponses, 2 contrats signés. Donc ça, c'est quand même top. Alors, tout le monde n'a pas autant de succès, hein, malheureusement. Mais là, c'est parce que on est sur un ciblage qui est très précis, avec une offre très claire. On a retravaillé son message pour qu'il mette bien en avant ses arguments, ses plus par rapport aux concurrents. Et du coup, ça marche. Donc la prospection, je sais que c'est pas facile parce qu'on n'est pas à l'aise de solliciter des gens qu'on connaît pas, qui nous ont rien demandé, mais franchement, ça marche. Et le contenu peut être complémentaire et vous aider à la prospection. Moi, par exemple, pour mes accompagnements de freelance, quand quelqu'un répond à J'ai fait un sondage la semaine dernière pour parler des difficultés que rencontrent les futurs freelances. Qu'est-ce qui les fait freiner et retarder ce projet? C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller contacter quelqu'un qui a répondu à un de mes sondages. Ok, donc je sais que cette personne, elle a envie de se lancer et qu'elle a cette raison-là qui fait qu'elle a peur et elle ne le fait pas. C'est vachement plus facile d'y aller, vachement plus facile de savoir quoi leur dire. Donc le contenu peut être un moyen de générer des prospects que vous pouvez solliciter de façon plus naturelle aussi. C'est important d'en tenir compte quand vous choisissez vos canaux. Alors là, Caroline nous dit, j'avais l'idée de seulement me présenter mon service, ma localisation, mes valeurs. Quand tu prospectes à quelqu'un qui ne te connaît pas, la première chose que tu dois faire, c'est attirer son attention. Donc, attirer son attention, ça veut plutôt dire parler de lui, de son problème et de comment tu peux l'aider, plutôt que parler de toi. Une autre chose qui est possible de faire, moi honnêtement, je pense que ça m'a rapporté en 9 ans les 3 quarts de mes clients. Je suis pas sûre que j'exagère. C'est les partenariats. Le principe des partenariats, c'est que vous pouvez identifier d'autres structures, donc ça peut être d'autres freelances, ça peut être des agences, des structures, quoi, qui travaillent avec les mêmes clients que vous. Et donc, vous leur proposez bah, de vous mettre en relation avec leurs clients qui ont un besoin auquel vous pouvez répondre. C'est gagnant-gagnant. C'est beaucoup plus facile à proposer quand on contacte quelqu'un pour lui proposer un partenariat que pour lui proposer directement de devenir notre client. Et puis, il y a plein de formes de collaboration qui sont possibles.
Soit c'est un partenariat qui est un peu informel. Je t'envoie des gens, tu m'envoies des gens parce que mes clients peuvent avoir envie de travailler avec toi, tes clients peuvent avoir envie de travailler avec moi. Par exemple, vous êtes consultant en SEO, bah, je suis sûre que vous pouvez prendre contact avec plein de développeurs en leur disant, bah, quand tu fais des sites, tes clients, s'ils veulent qu'ils soient bien référencés, tu leur dis de me contacter. Et ça va dans les deux sens, parce qu'un consultant SEO, souvent quand il fait l'audit d'un site internet, il va livrer des recommandations que le client ne peut pas faire lui-même, ou le client va avoir besoin d'un développeur pour le faire. Et donc là, toi, des fois, le développeur t'a envoyé des clients, et toi, des fois, tu vas envoyer des clients au développeur. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au départ. Ça peut être comme ça, donc plus informel, un peu un truc où on se renvoie à l'ascenseur. Ça peut être aussi quelque chose de très cadré. Pour chaque client que tu m'apportes, je te reverse 10% du chiffre d'affaires que je génère avec lui. Ça, c'est hyper motivant. Il y a un vendeur de voitures aux États-Unis qui a fait fortune, qui a vendu des milliers et des milliers de voitures grâce à cette technique-là. Partout où il allait, et donner sa carte de visite en disant aux gens, si quelqu'un vient de ta part, je te donne 10%. Alors, pour lui, c'était facile parce que il pouvait aller voir n'importe qui, potentiellement connaît quelqu'un qui aura un jour besoin d'acheter une voiture. Pour lui, c'était plus facile. Mais grâce à ça, mais il y a plein de gens qui ont dit, ah, mais attends, si tu veux acheter une voiture, contacte ce gars et il me donnera un pourcentage. Donc vous, évidemment, quand vous faites de la prestation de service auprès d'entreprises, vous avez une réflexion à avoir. OK, qui sont les structures qui travaillent déjà avec les clients que je vise? Encore une fois, ça demande de la méthode, ça demande du suivi. Donc, si vous faites ça, je vous encourage aussi à avoir un CRM. Et puis, il faut que vous soyez prêt à leur donner quelque chose en échange. Donc, soit de la visibilité, soit vous aussi, vous leur envoyez des clients, soit vous leur donnez un pourcentage de votre chiffre. En gros, c'est les trois choses principales. Euh, donc là, pareil, pour moi, c'est une forme de prospection. Il faut savoir qui vous voulez contacter, les contacter, le suivre, relancer, puis ajouter un peu vos messages. Là, pour que vous voyez, ces deux exemples de mails que j'ai reçus de personnes qui m'ont contacté parce que un de mes partenaires leur avait donné mes coordonnées. Donc là, le premier à gauche, c'est une mission. On a fini la campagne aujourd'hui d'ailleurs, une boîte dans le tourisme. Et c'est une freelance avec qui j'avais travaillé sur un autre client que j'ai toujours, qui m'avait recommandé. La deuxième à droite, c'est quelqu'un qui est spécialisé en pub Facebook, qui fait pas du tout de campagne Google. Donc quand on lui propose des campagnes Google, bah, il redirige vers moi. On n'a pas de modèle d'apport d'affaires parce que moi aussi, je lui envoie des missions de temps en temps. Donc vraiment, le partenariat, ça marche. Et en plus, c'est sympa parce que ça vous permet d'élargir un peu votre réseau. Et puis, dernière piste que je vous propose, c'est les groupes Facebook. Facebook, aujourd'hui, marche quasiment plus que pour ça, hein. Quand on poste sur une page, il n'y a plus personne qui voit. Euh, L'idée du groupe Facebook, c'est d'aller là où sont vos clients et là où ils vont quand ils ont envie d'échanger avec leur père, d'avoir de l'info. Dans les groupes, vous avez une audience qui est active, qui est qualifiée. Et c'est facile de contacter les membres. C'est pas comme sur LinkedIn où vous pouvez pas envoyer un message à quelqu'un qui n'est pas dans vos contacts. Là, sur Facebook, bah, la personne, hop, vous avez qu'à ouvrir son profil. Vous pouvez lui envoyer une demande de contact pour être sûr qu'elle voit votre message. Mais en tout cas, vous pouvez lui envoyer un message dans tous les cas. L'inconvénient des groupes, c'est que il faut accepter de passer du temps. Il faut accepter de donner des conseils dans les commentaires. Et tout ça, c'est quelque chose qui est gratuit. Et puis aussi, bah, c'est pas forcément adapté à toutes les cibles. Donc, il faut voir si, en fonction de votre activité, en fonction de votre cible, ça a du sens. Donc là, ce que je vous recommande de suivre comme étape, euh, c'est de créer un profil Facebook. Et ça répond à la question de Stéphie. Il faut que vous ayez un profil. Vous n'avez pas besoin d'avoir une page, il faut un profil. Alors, soit votre perso, soit vous en créez un autre, ou vous l'optimisez. Mais en tout cas, il faut que ça soit clair et que ça vous permette que quand quelqu'un vient sur le profil, il puisse comprendre clairement ce que vous faites. Identifiez les groupes qui vous intéressent, vous adhérez au groupe, vous faites un post pour vous présenter. En général, c'est un truc qu'on vous demande de faire systématiquement. Et puis, régulièrement, bah, tous les jours, ça serait bien. Vous vous connectez, vous regardez les derniers posts et vous répondez. Vous allez voir que parfois, il va y avoir des personnes que derrière, vous allez pouvoir prospecter parce que elles ont signalé qu'elles avaient tel ou tel problème. Et puis, vous allez aussi, au bout d'un moment, être identifié comme
bah, un peu comme une référence qu'on tag à chaque fois en commentaire pour avoir son avis. Et forcément, ça va vous générer des recommandations et des contacts. Euh, pour vous montrer un exemple, moi, je suis dans un groupe, je suis installée en Espagne maintenant, donc je suis dans des groupes d'entrepreneurs en Espagne. Euh, J'hésite pas à répondre aux questions qui se posent sur la pub, sur tout ça. Et donc forcément, bah, des fois, ça génère des opportunités. Donc là, la plus récente, c'est quelqu'un qui est installé, c'est un peu un hasard, mais il est dans la même ville que moi, un Français aussi, qui vend des alarmes, qui m'a demandé voilà, de lui en dire plus. Et donc là, on a fait un rendez-vous, j'ai envoyé ma proposition pour l'accompagner. Je suis en train d'attendre son retour. Euh, mais voilà, les groupes Facebook peuvent marcher aussi. Donc là, je vous ai présenté 4 pistes. Et je pense que vous vous rendez compte d'une chose, c'est que pour savoir vraiment vers quoi aller et pour le faire correctement, il y a une chose qui est indispensable, c'est que vous avez besoin que votre offre, elle soit super claire. Si vous savez ce que vous proposez comme service, le problème qu'il règle, le résultat qu'il apporte, et si vous savez à qui vous le proposez, c'est beaucoup plus simple de définir une feuille de route et se dire, OK, donc c'est ces clients-là que je vais leur proposer ça, ça les aide dans telle et telle situation, ça leur permet d'obtenir tel résultat. C'est assez simple de se dire, OK, donc ceux-là, bah, je pense qu'ils sont sur LinkedIn, ou alors ceux-là, je pense que je peux les trouver sur TikTok ou sur Instagram. C'est important. Euh, Ça débloque plein de choses parce que vous savez qui vous allez aller démarcher, que ce soit en définissant une méthode d'aller les prospecter, de les toucher à travers des partenaires. Vous savez où est-ce qu'il faut les trouver, mais surtout, et du coup, ça répond aussi à des questions que j'ai eues un petit peu plus tôt, vous saurez quoi leur dire pour pouvoir à la fois attirer leur attention et leur donner envie de parler avec vous pour en savoir plus. Donc c'est hyper important. C'est pas facile, je suis d'accord, de définir ça parce que euh, définir des cibles, ça veut dire qu'on fait un choix. On a du coup toujours peur de se fermer des portes. Moi, ce que je remarque, c'est que chez les freelances qui se lancent, l'intuition, c'est toujours, ah oui, mais si je veux travailler que avec ce secteur d'activité-là, je me ferme la porte à tous les autres. Et c'est pas vraiment ça la mentalité à avoir, c'est de se dire, je vais concentrer mon énergie sur des secteurs en particulier que je vais essayer de connaître le mieux possible et à qui je vais essayer d'inspirer confiance. Et essayer de les connaître le mieux possible, ça veut dire bien comprendre leurs besoins, bien comprendre leurs objectifs. Grâce à ça, vous saurez bah, comment vous pouvez les aborder, qu'est-ce que vous pouvez écrire dans les messages de prospection. Et votre offre aussi, elle sera présentée d'une façon qui est pertinente et qui est convaincante parce que vous saurez à quels arguments ils vont être sensibles, vous saurez qu'est-ce qu'ils veulent en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, qu'est-ce qu'ils attendent d'une prestation. Et puis, ce qui est difficile aussi, c'est de savoir comment et quand lancer parce que, bah, en général, on a un petit peu peur d'être intrusif. Alors, moi, je peux vous aider pour ça, à la fois la définition de votre offre et la définition de votre stratégie commerciale, on va dire. Donc, les choses en général sur lesquelles j'accompagne des freelances, c'est vraiment définir votre cible, mais pas juste en réfléchissant à ce que vous avez envie de faire, vraiment en se basant sur des critères qui sont objectifs. On fait un tableau, on a des critères, on pondère et tout. C'est un truc limite scientifique. Analyser aussi cette cible-là, ça c'est quelque chose qui est souvent difficile à faire parce que on n'ose pas aller au-devant des gens, mais c'est important pour vous de bien comprendre pour vos prospects leurs besoins, de quoi ils ont peur, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs objectifs, ils ont quel budget, comment est-ce qu'ils choisissent leurs prestataires. Ça c'est important parce qu'une fois que savez ça, vous pouvez vraiment définir l'offre qui va y répondre et vous pouvez aussi tarifer cette offre. Et puis, ça vous permet aussi bah, d'en faire déboucher, d'en faire découler une stratégie vraiment basée sur deux, trois canaux, comme je vous le disais, qui vous permet bah, de générer enfin, vos prospects et d'avoir un plan d'action qui vous permet de les faire passer de la case prospect à la case client. Prospecter pour créer vous-même vos opportunités auprès des personnes qui vous intéressent, devenir plus à l'aise, plus performant en vente. Ça, souvent, on en a besoin quand on démarre et même au bout de quelques années. Et puis, toujours bah, relancer sans que ça soit un moment angoissant pour vous. Alors, pour vous aider à faire ça, il y a deux possibilités. Soit vous n'êtes pas encore freelance, et donc là, je vous propose une formation qui s'appelle Super Démarrage, qui est finançable avec votre CPF, donc ça, c'est plutôt cool. L'idée de cette formation, c'est que vous avez accès à 10 heures de vidéo
on a 6 visios individuelles. Euh, et on balaye tout. On balaye la création de votre offre, on balaye l'administratif, on balaye le commercial, on balaye l'organisation. L'idée, c'est que vous sortez de cette formation qui dure à peu près 2 mois en ayant les idées bien plus claires et en ayant trouvé vos premiers clients. Et puis, si vous êtes déjà freelance, ce que je vous propose, c'est super client. Alors là, on est vraiment focus à 100% sur la partie commerciale. On revoit votre offre, on revoit votre stratégie commerciale en capitalisant le plus possible sur votre historique. Alors là, pour vous donner les tarifs, super client, c'est 800 euros hors taxe que vous pouvez payer en 2 fois. Super démarrage, soit c'est 1200 euros hors taxe que vous pouvez payer en 2 fois aussi, soit vous pouvez utiliser votre CPF. Alors là, c'est un peu plus cher parce qu'il y a un gros travail administratif et je passe par un partenaire. Alors là, on a Lucie qui dit, je me sens submergée tellement il y a de choses à faire. Et vous? Alors, je comprends Lucie ton sentiment. On avait déjà échangé plusieurs fois, je crois, à ce sujet-là. C'est pour ça que c'est important de ne pas essayer de tout faire. C'est pas parce qu'il y en a qui prospectent sur LinkedIn, il y en a qui sont sur les plateformes, il y en a qui prospectent sur Insta, il y en a qui font des webinaires, il y en a qui font des vidéos sur YouTube. Vous pouvez pas tout faire. Donc c'est important. Et je suis d'accord avec Anne qui a décidément des retours super pertinents. Euh, il faut faire les choses au fur et à mesure déjà. Et puis surtout, il faut pas vouloir faire trop de choses à la fois. Euh, Moi, je vous conseille de ne pas aller au-delà de euh, 2 ou 3 canaux. Parce que sinon, ça vous en fera trop, en fait. Vous aurez ce même sentiment d'être un peu submergé. Vous aurez le sentiment que ça n'avance pas. Et voilà, justement, je vois que Lucie nous dit, je n'avance pas. Et les résultats ne seront pas au rendez-vous. Et du coup, vous aurez eu l'impression de mettre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et ça sera la vérité. Donc vraiment, moi, je vous incite à faire des choix. Je sais que choisir, c'est renoncer, mais honnêtement, vous aurez de meilleurs résultats si vous faites 2 choses à fond que si vous en faites 6 à moitié. Ça, c'est clair. Vous aurez de meilleurs résultats, vous serez moins découragé, vous serez moins fatigué aussi. Donc, c'est quand même beaucoup d'avantages. Alors, on arrive au bout de cette présentation. Ce que je vous propose, si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin que je vous donne un coup de main dans tout ça, c'est de prendre rendez-vous dans mon agenda. L'idée, c'est de prendre 30 minutes ensemble pour que vous puissiez vraiment avoir un plan d'action un peu flash, on va dire, pour définir votre stratégie pour la suite. Euh, voilà, l'idée, c'est de pas rester seul, de vraiment être, euh, de vraiment être accompagné, d'être dans le concret. Alors, pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 15 avril, donc là on a que deux, ça vous laisse 2 petites semaines, je vous offre une séance visio en plus qui sera prévue 3 mois après la fin de l'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de faire le point, de réajuster un peu vos actions, mais déjà avec le mini call de 30 minutes plan d'action, l'idée, c'est de ressortir avec du concret. Alors, je vois que Anne nous écrit, quand vous êtes allé à l'école et que vous avez appris à écrire la première fois, c'était très dur, la deuxième fois encore. S'appliquer au fur et à mesure, ça permet de moins flipper. Je suis d'accord, c'est ce que je vous disais en début de présentation. Tout ce que vous allez faire au début, c'est un peu difficile. Ça prend du temps. Et puis, au fil du temps, vous allez y passer moins de temps, à la fois parce que vous serez plus efficace, vous aurez plus de méthodes, et à la fois parce que aussi, il y a un moment où vous aurez déjà différents contrats, vous aurez déjà plusieurs missions en parallèle, et donc vous aurez moins besoin de rentrer de nouveaux clients. Et ça, c'est important aussi. Donc, il faut se dire que voilà, au début, c'est un peu difficile. Il faut prendre sur soi, il faut faire des choses qui sont difficiles, qui nous demandent d'apprendre, qui nous demandent plein de choses, quoi, qui sont pas forcément très naturelles pour nous, mais c'est hyper important de s'y tenir. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre participation. Si jamais vous avez d'autres questions, je suis toujours là. Je vais rester quelques minutes pour vous répondre. Si vous avez très très faim et que vous partez manger, je vous en veux pas du tout. Donc allez-y, il n'y a pas de problème. Je vois que Caroline dit, je ne suis pas sûre d'avoir compris le mini plan d'action. Il est en solo ou avant les autres accompagnements. Alors Caroline, ce rendez-vous, il est complètement gratuit, il est sans engagement. L'idée, c'est que vous puissiez vous lancer un peu dans le concret, vous puissiez commencer à y voir clair.
à mettre des choses en place. Et puis, évidemment que je vous parlerai de mon offre d'accompagnement qui est pertinente pour votre situation parce que je pense que ça peut vous aider. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est sans engagement. Si ça peut vous permettre de vous lancer, de lancer un peu la machine, je serais très contente. Alors, je vois d'autres retours. Marie qui me dit, c'était très clair, utile d'avoir ces 4 pistes qui sont des axes stratégiques qui permettent de s'orienter. Ben, Marie, je suis très contente si ça peut t'aider. Et Marie, justement, fait partie des personnes que j'ai croisées dans ma vie professionnelle il y a une quinzaine d'années et avec qui je garde un peu contact grâce aux réseaux sociaux. Donc vous voyez, ça vaut le coup de publier. Alors Lucie demande, peut-on passer par l'AFDAS pour tes formations? Alors non, super démarrage est finançable dans le cadre du CPF. Les autres programmes ne sont pas finançables malheureusement par les organismes de formation. Ça l'était à un moment donné, et en fait, c'est vrai que c'était très, très, très compliqué pour les personnes qui voulaient d'avoir des financements. C'était des financements vraiment pas très élevés. Ça demandait beaucoup de temps, de papier pour avoir pas grand-chose au final. Donc, ça, j'ai arrêté. La facilité de paiement que je propose, en revanche, c'est paiement en 2 fois. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vous remets hop, le lien de prise de rendez-vous qui est remonté un peu plus haut dans le chat parce que vous avez eu pas mal de questions. Et puis, je vous dis un grand merci pour votre participation. Plus de la moitié des personnes qui étaient inscrites se sont connectées, donc c'est top. Super, super nouvelle. Et puis, je reste dispo si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, et puis je suis dispo avec plaisir. Alors, je vois une question d'Hélène qui dit, j'ai l'impression d'être un peu entre les deux pour définir quel accompagnement m'est possible. Pendant le call, on pourra voir ça. Bien sûr, Hélène, je pourrais t'aider, Patricia, même chose. Je pourrais vous aider à voir ce qui est plus pertinent en fonction de là où vous en êtes dans votre activité. Avec grand plaisir. Et bon appétit à tous. Alors, je vois que tout le monde part manger. Je vais en faire autant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère vous retrouver. Je vais faire des masterclass à peu près tous les mois maintenant. Donc, au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. À bientôt tout le monde. Au revoir.